Je croyais que mes parents m'avaient rayée de ce monde pour toujours. 8 années complètes, sans un appel, sans un message, sans même un silence gêné. Puis, un matin de décembre, mon nom a explosé partout dans la presse économique française. Et 3 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Dîner de Noël, 18h30, famille uniquement, discussion importante. Le message venait de ma mère, le premier depuis 8 ans. J'ai relu ces mots jusqu'à sentir une vieille cicatrice se rouvrir. Une discussion importante. Chez nous, ça voulait toujours dire une chose. Quelqu'un avait besoin d'argent. J'ai répondu simplement « Je serai là ». Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce soir-là, je franchirais leur porte avec quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé voir entre mes mains. Je m'appelle Camille Morel, j'ai 27 ans, et pendant 8 ans, j'ai officiellement été morte pour ma famille. Tout a commencé un soir de novembre, sous une pluie glaciale, dans la maison bourgeoise de mes parents à Rueil-Malmaison. J'avais 19 ans et je venais d'annoncer à mon père, Jean Morel, que j'abandonnais mon école de commerce parisienne pour partir à Lyon, monter une start-up dans la finance numérique. Il s'était levé si brusquement que sa chaise était tombée à la renverse. Les poings écrasés sur la table, il avait hurlé que dès cet instant, Camille Morel n'existait plus. Pour cette famille, tu es morte. Ma mère, Hélène, n'avait même pas levé les yeux de son assiette. Elle jouait avec ses haricots verts, comme si je n'étais déjà plus là. Mon petit frère Lucas, 17 ans, ricanait en regardant son téléphone. Parfait, une bouche en moins. Puis il y avait ma tante Claire, la sœur de mon père, celle qui dirigeait réellement les affaires familiales. Les bras croisés, elle avait achevé le travail. Ne reviens pas pleurer quand ton rêve ridicule s'effondrera. Tu viens de renoncer à tout héritage. Je suis restée là, trempée, ma valise à moitié fermée, attendant que quelqu'un dise « attends » ou « c'est quand même notre fille ». Personne n'a parlé. Seule la pluie frappait les vitres. Dans le couloir, ma grand-mère Éléonore m'a attirée contre elle. Elle a glissé 5 billets de 100 € dans ma main et un petit papier dans ma poche, avec son numéro écrit à l'encre bleue. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Fais-les regretter, ma chérie ». Ce furent les derniers mots qu'un membre de cette famille m'adressa pendant 8 longues années. J'ai pris un train de nuit pour Lyon avec cette valise. C'est 500 € et un téléphone presque mort. Les 12 premiers mois n'ont été que survie. Canapé prêté, chambre partagée à 6, petit boulot enchaîné sans sommeil. Serveuse à l'aube, livreuse le soir. Femme de ménage la nuit dans des bureaux désertés de la part Dieu. J'apprenais à coder sur des ordinateurs de bibliothèque, faute de connexion. Certaines semaines, je ne mangeais que des nouilles instantanées. Plus d'une nuit, j'ai failli rentrer, supplier, m'excuser. À chaque fois, je relisais le mot de ma grand-mère. J'ai construit ma première application sur un vieux Mac fissuré acheté d'occasion. Les utilisateurs sont arrivés lentement, puis par centaines, puis par milliers. Les investisseurs ont suivi. Je n'ai jamais donné de nouvelles à ma famille. La seule voix de mon passé, c'était celle de ma grand-mère. Une fois par mois, depuis un téléphone prépayé, elle ne demandait rien. Elle disait juste qu'elle était fière. Le matin où les Échos ont publié l'article, mon nom figurait en tête de la liste des jeunes entrepreneuses françaises à suivre. Valorisation, 112 millions d'euros. J'attendais une explosion de joie. Il n'y eut que du silence. Puis mon téléphone a vibré. Le message de ma mère. Dîner de Noël. Discussion importante. Je me suis levée, j'ai regardé la scène depuis la baie vitrée de mon appartement et quelque chose s'est figé en moi. 9 mois plus tôt, ma grand-mère m'avait prévenu. L'entreprise familiale était surendettée, les banques impatientes. Cette nuit-là, j'avais commencé à agir. Discrètement, méthodiquement. Le soir même, j'ai réservé un vol pour Paris. J'ai appelé ma grand-mère. Elle savait déjà. « Fais attention à ce que tu apportes avec toi », m'a-t-elle dit doucement. J'ai souri. J'ai été prudente assez longtemps. Quand l'avion a atterri à Roissy, j'ai coupé mon téléphone. Cette fois, je ne revenais pas mendier.
Je revenais pour régler les comptes. La route jusqu'à Rueil-Malmaison m'a semblé irréelle. Les mêmes rues bordées de platanes, les mêmes portails impeccables, les mêmes façades bourgeoises qui avaient toujours prétendu incarner la réussite et la respectabilité. J'étais assise à l'arrière d'une berline noire, silencieuse, observant les lumières de Noël défiler comme un décor figé dans le temps. Rien n'avait changé ici. Moi, si. La maison est apparue au bout de l'impasse, noyée sous des guirlandes blanches trop parfaites. À travers la grande baie vitrée, je distinguais le sapin immense, décoré exactement comme autrefois, rouge et or, jusqu'au moindre détail. J'ai laissé passer quelques secondes avant de sortir de la voiture, respirant profondément l'air froid. Puis j'ai sonné. Ma mère a ouvert presque immédiatement, comme si elle attendait derrière la porte. Elle portait la même robe de velours bordeaux qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle m'a serré contre elle brièvement, trop brièvement, parfumée, tendue. Mon père est apparu derrière, plus voûté, les cheveux plus clairsemés, mais le regard toujours aussi calculateur. Il m'a tapoté l'épaule comme on le fait avec un partenaire d'affaires, pas avec une fille qu'on a effacée 8 ans durant. Mon frère était affalé sur le canapé, téléphone à la main. Il a levé les yeux une seconde, a hoché la tête, puis est retourné à son écran. Ma tante Claire, près de la cheminée, m'a détaillé de la tête aux pieds, s'attardant sur mon manteau, mes chaussures, mon sac. Son sourire n'avait rien de chaleureux. C'était celui de quelqu'un qui jauge une valeur marchande. Puis j'ai senti 2 bras m'entourer la taille. Ma grand-mère Éléonore. Son odeur de savon à la lavande, sa chaleur, sa présence. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Le dîner s'est déroulé comme une pièce de théâtre mal jouée. Les questions faussement innocentes, les rires trop appuyés, les regards glissants. On parlait du temps, du quartier, des embouteillages, de tout sauf de l'essentiel. Chaque phrase était pesée, chaque sourire calculé. J'attendais. Eux aussi. Lorsque les assiettes ont été débarrassées, mon père a posé son verre un peu trop fort sur la table. Le son a claqué dans la pièce. Le silence est tombé aussitôt. Il a commencé à parler d'une voix basse, maîtrisée. L'entreprise familiale allait mal, très mal. Trop d'expansion, trop vite. Des taux qui avaient explosé. Les banques prêtes à saisir les magasins, l'entrepôt, la maison. Ma tante a pris le relais, chiffres précis à l'appui, comme lors d'un conseil d'administration. Ma mère a laissé couler quelques larmes parfaitement placées. Mon frère a enfin posé son téléphone pour annoncer, presque nonchalamment, le montant nécessaire pour passer le cap. Tous les regards se sont tournés vers moi. Il parlait de fierté, de sang, d'héritage, de famille. Des mots qu'il n'avait bien plus prononcés à mon sujet depuis 8 ans. Ma mère a même osé dire que cela pourrait réparer le passé. Ma main est restée immobile sous la table, serrée dans celle de ma grand-mère. Quand j'ai enfin parlé, ma voix était calme, trop calme pour eux. J'ai répété le montant demandé, lentement. J'ai vu le soulagement traverser le visage de mon père. Il croyait déjà avoir gagné. Puis la porte d'entrée s'est ouverte derrière nous, laissant entrer une rafale d'air glacé. Des pas assurés ont résonné sur le marbre. Un homme en manteau sombre est entré, une mallette métallique à la main. Il s'est présenté simplement comme mon avocat. La suite a été méthodique, implacable. Les dossiers se sont succédés sur la table, les actes de cession de dette, les notifications officielles, les signatures, les chiffres, tout ce que j'avais patiemment racheté, discrètement, pendant des mois. Chaque prêt, chaque garantie, chaque hypothèque. Tout m'appartenait désormais. Les visages se sont vidés de leur couleur. Ma tante a crié à la trahison. Mon père a parlé de complot, de chantage. Mon frère ne comprenait plus rien. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise, incapable de soutenir mon regard. Quand l'avis de défaut de paiement a été posé devant eux, le silence est devenu étouffant. Ils n'étaient plus en position de demander, seulement de subir. J'ai sorti la dernière enveloppe, un chèque, une somme suffisante pour disparaître dignement, mais rien de plus. En échange, une seule chose, qu'ils renoncent à tout.
Définitivement. L'entreprise, les biens, les droits, le nom. Ma grand-mère a signé la première, sans hésiter. Son geste était calme, presque serein. Cela les a brisés plus sûrement que n'importe quelle menace. Un à un, ils ont signé. La rage, les larmes, la honte gravées sur leur visage. Quand mon père a apposé sa signature, ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois, il avait l'air vieux. Je me suis levée, ma grand-mère aussi. J'ai regardé cette table, cette maison, ces gens qui m'avaient effacée sans un remords. Puis j'ai simplement dit « Joyeux Noël » et je suis partie. La neige tombait doucement lorsque nous avons quitté l'impasse. Dans la voiture, ma grand-mère a posé sa tête contre le siège et a soupiré, comme si un poids immense venait enfin de disparaître. Les mois suivants ont été silencieux. La maison a été vendue. L'entreprise a changé de nom. Les employés restés loyaux ont été récompensés. Les autres ont suivi leur chemin. Ma famille, elle, s'est dispersée, chacun avec ses regrets et ses excuses trop tardives. Ma grand-mère n'a jamais rien demandé. Elle m'appelait chaque semaine, à heure fixe. Elle me racontait ses souvenirs, ou elle m'écoutait simplement parler. Elle disait toujours la même chose avant de raccrocher. « Je suis fière de toi. » Le Noël suivant, nous étions seules toutes les deux, dans son petit appartement. Un petit sapin, peu de décoration, du chocolat chaud, le silence apaisant d'un monde enfin honnête. Cette nuit-là, j'ai compris une chose. La vengeance ne m'avait pas apporté de joie. Elle m'avait apporté la paix. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour recommencer à vivre. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans un silence presque irréel. Plus de messages, plus d'appels, plus de silence pesant non plus. Le bruit de fond de mon ancienne vie s'était éteint d'un coup, comme une radio qu'on coupe après des années de grésillement. Je me levais le matin, sans cette boule dans le ventre, sans cette question lancinante. Et s'il revenait? Il ne reviendrait pas. Ils avaient signé, et avec leur signature, ils avaient renoncé à toute place dans mon avenir. Je suis retournée à mon travail avec une concentration nouvelle. L'entreprise avançait, saine, structurée, libérée de l'ombre toxique qu'il avait autrefois portée. Les décisions étaient claires, assumées. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour la première fois, chaque succès m'appartenait vraiment. Ma grand-mère, elle, semblait rajeunir. Elle se levait tôt, arrosait ses plantes sur le petit balcon, lisait des romans qu'elle avait repoussés pendant des décennies. Parfois, elle me racontait des souvenirs que je n'avais jamais entendus. Ses premiers pas dans cette famille, les compromis, les silences qu'elle avait avalés pour préserver une paix qui n'avait jamais existé. Elle ne parlait pas avec amertume, juste avec lucidité, comme quelqu'un qui accepte enfin de dire la vérité. Un soir, alors que nous étions assises face à face, elle m'a regardée longuement avant de parler. Elle m'a dit que ce que j'avais fait n'était pas cruel. C'était nécessaire. Que certaines familles confondent amour et contrôle, loyauté et soumission. Et que refuser de se laisser écraser n'était pas une trahison, mais un acte de survie. Ces mots se sont posés en moi, comme une dernière pièce manquante. Les nouvelles, je les ai apprises de loin. Mon père avait quitté la région. Ma mère s'était enfermée dans une solitude choisie. Mon frère errait d'un projet à l'autre sans jamais s'accrocher. Ma tante tentait encore d'expliquer, à qui voulait l'entendre, que tout cela n'était qu'une injustice. Je n'éprouvais ni satisfaction ni pitié. Juste une distance calme, comme si leur histoire appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Un an a passé, puis un autre. Le temps a fait ce qu'il fait toujours. Il a adouci les angles sans effacer les traces. Je pensais parfois à la jeune fille de 19 ans, debout sous la pluie avec sa valise trop légère. J'aurais voulu la serrer dans mes bras et lui dire qu'elle survivrait, qu'elle construirait quelque chose de solide, non pas malgré l'abandon, mais à travers lui. Le dernier Noël que j'ai passé avec ma grand-mère reste gravé en moi avec une douceur particulière. Elle était fatiguée ce soir-là, mais sereine. Le sapin était petit, les lumières discrètes.
Nous avons mangé simplement, ri doucement. Avant d'aller se coucher, elle m'a pris la main et m'a dit « Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que tu n'as rien volé. Tu as repris ce qui t'avait été refusé, le droit d'exister. » Elle est partie quelques semaines plus tard, sans bruit, comme elle avait vécu ces dernières années. Son départ m'a fait mal, profondément, mais ce n'était pas une douleur injuste. C'était celle de l'amour, pas celle du rejet. Elle m'avait tout donné, sans jamais rien demander en retour. Et ça, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit de Noël, à cette table, à ces visages figés par la peur, je ne ressens plus de colère. Je vois simplement un moment de bascule, le point précis où j'ai cessé d'être la fille qu'on peut effacer, manipuler, rappeler seulement quand c'est utile. J'ai choisi de me tenir droite, de ne plus confondre pardon et oubli, de comprendre que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'absence de mensonge envers soi-même. Je continue d'avancer, de construire, d'aimer autrement. Avec prudence, oui, mais sans honte. Je n'ai plus besoin d'un nom de famille pour me définir, ni d'un héritage pour me sentir légitime. Ce que j'ai bâti tient debout parce qu'il repose sur une vérité simple. Je n'ai jamais cessé de valoir quelque chose, même quand on m'a fait croire le contraire. Et chaque année, quand Noël revient et que la neige tombe doucement, je repense à cette promesse murmurée dans un couloir. 8 ans plus tôt, je l'ai tenue, pas par vengeance, mais pour enfin vivre en paix.